Clause de non-responsabilité. Le support d'information et d'éducation représenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension, permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux devraient être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà. Donc là, je vais de suite vous passer la vidéo qu'Aviram m'a enregistrée. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, Aviram est en transit entre le Canada et entre Guatemala et le Canada ce soir. Donc, il a enregistré sa prestation de ce soir pour éviter d'avoir un retard cumulé après qui pose problème. Donc, on va passer cette vidéo et je vous laisse la déguster tranquillement. C'est parti. Bonjour mes amis, je vous donne cette multiplication du 375e dans le Lexica Workshop de jeudi passé, le 8 avril, en différé, parce qu'aujourd'hui, ici, c'est mardi et demain, quand il y a le temps de faire la multiplication, je serai, j'espère, dans l'aéroport d'Aurora à Guatemala City pour prendre un avion qui nous amène, Barsha et moi, au Canada, espérons. Donc, cette fois-ci, ça va être... vous ne pourriez pas poser des questions à la fin. Oui, vous pouvez poser des questions. Et Sylviane et Jean-Sébastien et surtout Joël vont répondre à vos questions. C'est bien, on est parti. Donc, cette multiplication est sous-titrée Comment manger une pomme. Là, vous avez 5 images, comment manger une pomme. Et vous avez des pommes. Donc, ça, c'est bâti sur une citation de M. Kesh jeudi passé et ça va être vers la fin de la présentation, si vous n'avez pas vu l'original que je vais vous dévoiler. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on mange une pomme finalement? Il ne s'agit naturellement pas d'un manuel physique sur le plan matériel, comment croquer dans une pomme et la mâcher et blablabla. C'est plutôt comment une pomme se mange, ou plutôt pourquoi une pomme se mange. Vous allez voir, c'est assez joyeux et drôle un peu, et ça élargit nos connaissances. On commence avec, comme d'habitude, avec les bonnes nouvelles. Une seule petite nouvelle de la Fondation Kirsch, l'émission du 6 mai, ça semble être la 380 ou 79e, je ne me rappelle pas. Donc, le 6 mai, la diffusion ne va pas être à 9 h le matin, mais à 7 h le soir,
Central European Time, c'est-à-dire temps de Paris, Europe centrale. Donc, changez ça dans votre agenda pour ne pas manquer le coup. À part de ça, jeudi le 15 avril, c'est après-demain. Quand vous m'écoutez, c'est demain. Demain, à 8 heures, Joël va faire sa 4e présentation pour diffuser les connaissances de la science du plasma au niveau débutant. Il va parler du principe de la matière. Qu'est-ce que c'est la matière? Comment elle se crée? Comment elle se décrée? Et ça fait comme drôle, comme la vie est, aussi partie de notre multiplication aujourd'hui. Vous allez voir ça. Donc, on rentre 2 pieds dans le plat. On commence, M. Kirsch a continué son enseignement sur les connaissances universelles, c'est-à-dire les connaissances du Créateur qui s'occupe comment la matière est créée, comme nous sommes créés et comment la matière finalement se crée à travers et en collaboration avec nous et le Créateur, c'est-à-dire plutôt le Créateur et nous. Parce que le principe actif qu'on appelle en anglais le prime mover, c'est le créateur de toute façon, parce que nous sommes égaux à lui, mais pour le moment, au moins, dans une position du plasma faible. Donc, on ne va pas nous nommer au premier. Donc, si on veut, cette fois-ci, le thème principal, c'est d'approfondir un peu nos connaissances par rapport aux forces des champs. Quand on a les forces des champs, on parle quel champ? On ne parle pas les champs dans le sens de terrain, comme Dieppe traduit souvent le champ de field en anglais, mais on parle bien des champs magraphes ou des rayons magraphes, c'est-à-dire magnétiques et gravitationnels. Là, vous avez deux terres devant vous et les 2 terres sont en interaction seulement quand leur force de champ respective n'est pas tout à fait égale et n'est pas trop loin non plus. À l'époque, quand on travaillait encore avec le GANS, M. Kirsch a dit que, par exemple, le GANS CO2 ou ZNO ne fait pas facilement des interactions avec le CuO, les 2 purs, parce que le poids, la force du CuO est très loin de CO2. Donc, il n'y a pas beaucoup d'interactions. Si 2 forces de champ sont pareilles, il n'y a pas d'interaction non plus. Pourquoi? Parce que toutes les interactions sont régies par la première loi plasmodynamique qui nous dit que le plus fort nourrit le plus faible. S'il n'y a pas de plus faible, il n'y a pas de repas. Ensuite, la première partie de cette présentation s'occupe de la relativité de la direction. Quand on dit un champ est magnétique et un champ est gravitationnel, ça ne décrit pas les champs en soi, c'est-à-dire un champ magnétique ne va pas être toujours magnétique et un champ gravitationnel ne va pas être toujours gravitationnel. En fait, il y a juste des champs qui sont, si on veut être, on peut dire, n'ont pas de direction prédéfinie. On peut aussi plus précisément dire, ils sont bidirectionnels. Pourquoi? Avec le temps, quelques minutes, je vais vous dire ça. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun champ ni un rayon qui est en soi magnétique. Magnétique et gravitationnel, c'est relatif. Donc, relativité de la direction. Le magnétique, c'est des champs qui sortent d'un pôle nord et s'en vont vers un pôle sud d'un autre ou du même élément.
quand vous avez vu comme des schémas de la Terre avec ses champs magnétiques, on voit que les champs sortent du pôle nord de la Terre, font le tour de la Terre avec une certaine distance pour rentrer par le pôle sud. Donc, c'est à l'équateur où la relativité ou la direction des champs change. On va dire, entre le pôle nord jusqu'à l'équateur, c'est magnétique. Entre l'équateur et le pôle sud du même ou d'un autre élément, c'est gravitationnel. So far, so good. Et ça correspond à donner et recevoir, give and take. Et là, j'ai choisi le symbole du Tai Chi parce que ça contient les deux dénominations, les deux directions, le blanc et le noir, mais ils ont en interaction, c'est-à-dire on ne peut pas les séparer tout court, comme dans le monde de la physique conventionnelle. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis bidirectionnel, parce que le giving, le donner, n'existe pas, soi-disant, sans la réception. Et l'inverse, il n'y a pas de réception sans qu'il y ait une donation. Ça ressemble un peu à la troisième loi de la motion de notre ami Isaac Newton. Là, je vous ai mis une image qui est un peu drôle parce que ce monsieur-là, il va tomber dans l'eau. Et ça, c'est mathématique. Parce qu'il a un canot, il sort de son canot, il prend un élan vers la rive qui pousse au même temps son canot loin de la rive. C'est pour ça qu'il va tomber. La troisième loi de la motion de Newton dit que chaque force crée une force opposée et équivalente dans sa force au même temps. Et ça, alors si on fait un élan vers le quai, comme le monsieur qui sort de son canot, au même temps, ça c'est un mouvement vers la rive qui crée un mouvement au sens contraire, c'est-à-dire vers le lac avec la même force. C'est-à-dire, en fait, quand il fait ça, il écarte les deux. Et il va tomber, sinon il peut faire très rapidement la grande équerre et il arrête tout mouvement, il arrête son canot avec un pied droite, et avec le pied gauche, il reste ferme sur le quai. Et ça va faire ouch peut-être. Ensuite, si on regarde, M. Kesh montre souvent, quand il parle d'un plasma, il veut expliquer comment les plasmas fonctionnent. Il montre une spirale. Quand vous regardez cette spirale qui est mauve, vous la regardez avec des yeux non focusés. Vous pouvez, avec votre regard, alterner entre voir la spirale mauve et une spirale blanche. Vous voyez? Vous pouvez faire ça. Et ça, c'est exactement ce qui arrive. La spirale mauve, c'est la force magnétique. C'est une ligne de force qui sort du centre d'un plasma vers l'extérieur. Et en même temps, ça crée la même force dans le sens contraire, c'est-à-dire gravitationnel, vers le centre du plasma. On a parlé de ça en relation avec le Créateur et notre âme et nous. Quand on veut se rapprocher du Créateur, où le Créateur de toute façon communique ou communionne avec nous tout le temps,
Il émet les connaissances vers nous. Quand nous recevons les connaissances, c'est-à-dire l'interaction se fait, nous allons en contrepartie se créer un mouvement gravitationnel vers le centre du créateur, d'où viennent les connaissances. Et cette ligne gravitationnelle, on peut l'appeler dans le contexte la gratitude ou la joie que nous ressentons ou l'amour que nous ressentons pour le graviteur, pour le créateur, parce que nous sommes super contents qu'il partage tout le temps toutes ses connaissances avec nous. Deuxième partie, maintenant on va parler, donc on a dit que les forces, il y a juste des forces magraphes, on peut dire, qui peuvent apparaître gravitationnelles ou magnétiques selon notre point de vue. Ça indique que ce n'est pas physiquement ou ils ne sont pas gravitationnels ou magnétiques par eux-mêmes, mais seulement par notre jugement. Très important. Deuxième chapitre, le salut global et la hiérarchie. Ça, c'est un point très sensible de nos jours parce que notre monde a viré pas mal sur le niveau matériel pour renforcer la hiérarchie. La hiérarchie, c'est on pourrait dire peut-être bidirectionnelle ou c'est une interaction parce qu'il n'y a pas de police sans victime ou de gouvernement sans citoyen. Quand quelqu'un donne des ordres, c'est complètement non existant ces ordres s'il n'y a aucun côté qui veut ou peut répondre à ces ordres avec une obéissance ou une résistance. Les deux, l'obéissance et la résistance, se rajoutent à des ordres valides ou donnent la confirmation de l'existence de la hiérarchie sur le plan matériel, dans les mots de la science du plasma. Donc, on peut même expliquer des phénomènes politiques ou sociopolitiques avec la science du plasma, c'est-à-dire la science du plasma n'est pas juste une excroissance de la physique newtonienne, mais c'est une façon qui ouvre tous les horizons que ça peut englober tous les domaines de notre vie. Et c'est exactement ça qui reflète notre unicité, que nous sommes un. Parce que tous les aspects de nous et en conséquence, tous les aspects de notre vie dans tous les domaines sont unifiés. Voilà. Donc, une hiérarchie, conventionnellement, ça prend une force pour faciliter la hiérarchie, on pourrait dire ça positivement comme ça, ou pour renforcer la hiérarchie chez les 99%. Donc, les intérêts ou la motivation, le prime mover d'une hiérarchie, c'est une minorité, ce qu'on appelle depuis un bout les 1%, qui veulent mener par le nez les 99%. Et parce que les 99%, s'ils pensent un peu, pas tout à fait la conscience structurée, parce qu'à ce moment-là, ils seraient complètement indépendants et ils ne vont pas donner une confirmation à la hiérarchie de son existence. Mais s'il y a un peu de conscience sur le niveau collectif, croyance collective, ils ne vont pas aimer à la longue de se faire mener par le bout du nez. Donc, ils vont créer de la résistance qui est aussi une confirmation de la hiérarchie. Et la hiérarchie va dire, bon, tout va bien, on va établir des mécanismes de force
qui vont tordre les bras de chacun des citoyens qu'ils se conforment avec nos règlements qu'on n'a même plus besoin de rationaliser ou d'expliquer pourquoi il y a et on n'a pas besoin, ce qui était avant comme ça, le consentement du citoyen parce que les gouvernements, dans une hiérarchie parfaite et dans une situation où ils vont dire de toute façon, tous nos décrets, tous nos règlements sont pour votre bien. Ça, c'est devenu axiomatique, c'est-à-dire non questionnable. Sauf il y a quelques cours suprêmes ici et là, comme par exemple, je ne sais pas si en Allemagne il y a eu un cours suprême, mais il y avait une cour en Allemagne qui a décrété que le port de masque, le distanciement, le confinement et tout ça est non légal. Et la Cour suprême des États-Unis a décrété que la vaccination forcée est illégale aussi. Et il y a la moitié, jusque maintenant, la moitié des États qui sont le libre arbitre, qui se sont conformés à la Cour suprême et l'autre moitié non. Donc, si ça c'est man-made, ça c'est fait par les humains, par nous, c'est clairement, parce que c'est non, pas à la norme, c'est clairement une situation qui est créée par les croyances de la conscience collective qui ne sont pas constructives et non structurées. Si on regarde la nature, elle a aussi un fonctionnement qui peut être décrit par un mot qui commence également avec un H, qui s'appelle homéostasis. Homéostasis, c'est un mot grec qui veut dire équilibre vivant. Ce n'est pas un équilibre mort, c'est-à-dire une pyramide sur une surface plane, c'est un équilibre mort parce que ça, du point de vue comme ça, ou dans le langage de tous les jours, parce qu'elle ne bougera pas. Elle n'est pas, il n'y a aucun équilibre mort en réalité parce que tous les éléments de notre monde sont vivants et en interaction et continuellement en repositionnement, comme on en a écrit. Homéostasis, c'est aussi le but ultime de toute la création, c'est-à-dire que le bien-être, l'équilibre et le développement infini et éternel du tout. C'est la base de ce qu'on appelle homéostasis. Donc, à la base de ça, c'est le salut global. Tous les systèmes à l'intérieur du tout sont guidés vers le salut global, vers le bien-être du tout. Et ce n'est pas une relation d'ordre et obéissance parce qu'il n'y a justement pas, même le Créateur, que, comme l'Église voulait nous inculquer avant, ou les églises, c'est pas juste la catholique, c'est toutes les musulmans surtout, les hindous, même les bouddhistes, quand ils croient à une déité, c'est toujours que elle est supérieure à nous, elle va donner des ordres et elle va donner, ça semble à être que la divinité nous donne des ordres pour de suivre le salut global et nous obéissons parce que nous sommes soumis à cette déité-là. C'est la bullshit, c'est pas vrai. Ce qui est le Créateur nous a créés et il a créé toutes les autres choses en liberté complète. C'est-à-dire, nous pouvons, avec notre libre arbitre,
nous avons la possibilité de nous rallier au salut global par nous-mêmes. Et pourquoi on ferait ça? On ferait ça par une compréhension seulement, et non par obéissance, et non par est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la nature ou blablabla. Bla, 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 bla. C'est pas ça du tout. Une compréhension nous change d'attitude. Alors, je peux prendre un exemple de Aviram de tous les jours. Il a ses intérêts particuliers, son ego, il suit son ego, il est pipi loco comme ça. Et là, il apprend les multiplications de M. Kesh et de Grégory et de Hélène graduellement. Et cette graduellement le change graduellement. Il comprend, ah ouais, si je suis le salut global, j'ai deux mouches avec une pierre, une claque. Première mouche, quand c'est la logique de la chose, quand je suis le salut global, ça m'inclut. Deuxième, c'est la vieille question des bouddhistes. Est-ce que, en suivant mes intérêts particuliers, égoïstes, je peux vraiment être heureux? Est-ce que je peux être heureux si la satisfaction de mes besoins font souffrir ou accomplissent au détriment des autres? Non. Même Aviram a compris que si il est le seul qui, admettons dans une situation, il est en Inde et il y a un super restaurant et devant, il y a plein de gens qui mendient et tout ça. Ils n'ont pas assez à manger et lui, il rentre dans le restaurant chic, Blue Diamond à Pune, pour manger des repas choisis faits par un chef. Est-ce que ça va le rendre heureux? Ça peut, s'il arrive à mettre un écran entre le monde extérieur et l'intérieur des restaurants, ce que ces types de restaurants font très bien. Il y a les murs et tout est étanche. Tu n'entends pas le bruit de l'extérieur. L'ambiance est complètement changée, l'air climatisé, une musique douce et tout ça, que tu oublies la souffrance à l'extérieur. Là, tu te remplis le ventre et tu sors et paf, ça te rentre dedans, comme avant. Donc, la homéostase, il n'y a pas de hiérarchie, bien que avec notre 8000 ans d'être habitués à l'abus du pouvoir par nous-mêmes, on a comme cultivé un peu des idées comme, ah ben oui, il y a une hiérarchie dans la nature aussi, comme naturellement, Dieu nous a donné la terre pour la dominer. De l'autre côté, c'est le lion qui est le roi du royaume des animaux. Ah ouais? Est-ce qu'une souris fait un coteau devant un lion? Non. Un chat? Non. Même la lionne? Non, c'est plutôt le lion qui fait un coteau devant la lionne. De toute façon, ce que nous observons dans la nature, on se rappelle de notre perception pendant que nous sommes dans un état où notre conscience n'est pas tout à fait structurée. Notre perception est créée en partie par nos croyances non constructives de la conscience collective. Et à ce moment-là, on voit les animaux pas comment ils sont, on voit les animaux comment nous sommes. Donc, avant que nous, aussi longtemps que nous mangeons la viande, le lion va faire la même chose. Le moment où nous arrêtons de faire ça, parce qu'on peut se nourrir par les champs universels, on va voir, nous, notre perception va changer et on va voir que les lions, j'ai jamais vu un lion manger une gazelle ou
appelle ça? Agneau, de toute façon. Ah oui, là, aujourd'hui, c'est un peu politique. Ça peut faire du bien aussi parce que c'est défoule. Il y a quand j'étais freeman avant, je suis encore freeman, pas sûr, mais bon, souverain, les souverains ont décortiqué qu'il y a deux lois humaines. Il y a la loi universelle, il y a le salut global. Ça, on ne parle pas de ça, ça existe sur le niveau fondamental. On parle sur le niveau politique, c'est-à-dire le niveau matériel, et la loi apparaît dans deux formes. C'est latin, de jure et de facto. Un gouvernement qui est un gouvernement de jure, c'est-à-dire vraiment juste. C'est un gouvernement qui a des lois, qui suit des lois, qui enforce, mais enforce jamais les lois par la force ou la violence. Tandis qu'un gouvernement de facto, d'ailleurs, un gouvernement de jure, on ne peut pas renverser parce que c'est un gouvernement juste, comme le Conseil universel l'est, par exemple. De l'autre côté, tous les autres gouvernements sur la planète actuellement sont des gouvernements de facto parce qu'ils ne se basent pas sur la loi, ils se basent seulement sur la force pour tordre les bras des citoyens qu'ils obéissent à leurs ordres. Le moment où tu fais ça comme gouvernement, tu passes de jure à de facto, même si avant tu avais l'idéologie d'être un gouvernement de jure et ils ont toute cette idéologie-là. Donc, c'est pas vrai. Ils n'ont pas, ça veut dire, il y a comme le mot légal et le mot juste. Légal, un gouvernement n'est pas légal. Un gouvernement de facto ne peut pas, il peut être légal dans le sens, il dit, j'ai le droit complètement de tordre les bras comme je veux et je vais le faire. Mais il ne peut jamais être juste. Parce que pour être juste, pour être un gouvernement de jure, il faut que le gouvernement suit ses propres règles et l'éthique eux-mêmes avant la publication pour les citoyens. Et ça, on n'a pas vu. On a un peu vu ça comme métaphoriquement un peu parlé. La police de l'Angleterre, les bobbies, très longtemps, ils n'étaient pas armés. C'est comme un détail joli de cette compréhension-là. Parce que la police n'est pas là pour, si tu n'obéis pas à mes ordres, je te tue. Donc, c'est pas ça. Mais je crois, entre-temps, c'était quand j'étais petit, c'était le seul exemple de police non armée dans le monde. J'étais tellement heureux d'apprendre ça. Et après, j'étais aussi triste d'apprendre la suite que, malheureusement, on ne pouvait pas garder ce détail-là parce que... Donc, on voit dans les hiérarchies qui existent aujourd'hui aussi un bidirectionnalisme, mais la bidirection n'est pas juste. C'est bidirectionnel, unidirectionnel, c'est-à-dire les ordres vont toujours de en haut vers en bas, c'est toujours des grosses flèches rouges et il y a plein de flèches noires qui viennent du bas vers en haut pour signifier l'obéissance. Donc, ce n'est pas un vrai échange entre parties égales. Gardons cela dans l'esprit.
Maintenant, on va parler dans la troisième sous-partie de notre multiplication, la relativité de la force. Avant, on a parlé de la relativité de la direction magnétique gravitationnelle. C'est juste notre jugement. Maintenant, relativité de la force. Ça va donner encore partie plan matériel versus partie plan énergétique fondamental. Sur le plan matériel, un très bon exemple de comment la force marche et on est porté à penser c'est la force en soi, elle n'est pas relative. C'est ce que vous voyez sur l'image, un moteur de char, un moteur de voiture, de course, je crois. Donc, ce moteur et les moteurs de voiture sont faits pour nous permettre d'aller d'un point à un autre point où on veut aller, notre souhait, un point de souhait, le plus vite et le plus confortable. Si on regarde vraiment de proche, ce n'est pas tout à fait vite et ce n'est pas tout à fait confortable non plus. Mais regardons pour avoir l'exemple, on va imaginer, okay? On va croire les publicités des manufactures de Rolls-Royce et tout ça. Mais c'est le même contexte avec la hiérarchie. Un char ou une voiture avec un moteur combustion interne ne fonctionne pas à l'intérieur du salut global. Donc, c'est un intérêt très privé. Moi, je veux me rendre très vite et assez confortablement où je veux. Et ce vide et tout ça, ça implique que je ne vais pas vraiment me casser la tête si mon moteur est polluant, s'il fait un bruit infernal qui perturbe d'autres animaux ou humains, si mon truc va trop vite que je ne peux pas réagir assez vite pour ne pas écraser des petits animaux qui sont en train de traverser la route, etc., etc. Donc, le moteur et une voiture n'est pas construit avec la vue du salut global à la base. Et quand on utilise, admettons, je roule sur une surface plane, ça prend tant de litres de gaz à la minute ou à l'heure. Après, il y a une pente. Je vis en Suisse ou au Guatemala et cette pente est assez raide. Donc, qu'est-ce que je fais? Ma réaction, je veux ne pas diminuer ma vitesse. Donc, je pèse sur le piton, j'injecte plus de gaz, je fais plus de bruit, je fais plus de pollution pour garder juste la vitesse en montant une côte. Donc, et j'apprends avec ça. Dans une voiture, le concept d'une voiture est quand il y a une résistance et j'ai besoin de plus d'énergie, je dois injecter plus de carburant. C'est aussi une forme d'énergie. Donc, je augmente l'énergie, le déploiement d'énergie ou d'efficacité est parallèle avec l'injection de mon énergie de ma part. L'alternative, c'est joli, hein? C'est doux, c'est amoureux, c'est formidable. C'est la première loi plasmodynamique, c'est-à-dire le déploiement de l'énergie ne se fait pas par j'augmente la force de mon gaz. Je fais un réacteur qui tourne avec un diamètre de 200 centimètres où je fais un magrafe pas avec un fil de taille 14,
mais à fil de taille 6. Je fais une antenne de santé, pas dans une éprouvette standard. Non, je prends un cylindre, gros cylindre, et je bourre de nanoplaqués et de GANs. Je mets un bon litre de GANs dedans. Ça ne fonctionnera pas plus. Ça ne fonctionnera surtout pas dans notre sens. Mais cette image-là, cette douce image d'un bébé qui tète le sein de sa maman et il a un contact avec les yeux complètement dévoués. Vous savez que la production du lait d'une femme est liée à l'enfant. Et c'est l'enfant qui déclenche l'activité de la maman de nourrir l'enfant. C'est pas que le sein injecte le lait comme un carburateur d'un moteur dans le bébé. C'est pas du tout le cas. Même les bouteilles, si la maman ne peut pas ou ne peut pas allaiter son enfant, on utilise des bouteilles qui sont rigides. On n'utilise pas des bouteilles qui ont un long tuyau à la fin qui va être introduit dans l'estomac direct de l'enfant. Après, on pèse sur la bouteille, on remplit l'estomac du bébé et voilà, tout est joué. Ça serait vraiment horrible parce que ça serait la façon qu'on traite, on voit un enfant comme un moteur à combustion interne. Ce n'est pas le cas, heureusement. Donc, le plasma ne fonctionne pas comme un accélérateur. Le plus que je mets du gaz, le plus va être efficace va être mon énergie. Non, ça suivi la première loi plasmodynamique qui dit le fort nourrit toujours le faible pour l'amener à son niveau à lui. Et ça, il faut être très clair et très précis avec cette image-là. L'interaction n'est pas initiée par le plus fort. L'action de cette nourriture, le 8 que M. Kesh fait, n'est pas inaugurée ou initiée par le plus fort, par la maman ou le plasma le plus fort, mais c'est initié par le plus faible et le plus faible n'a rien à faire pour. C'est juste son existence pure et simple comme faible qui déclenche le processus. C'est hyper important pour nous surtout, parce que Aviram aussi, il pense tout le temps, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, c'est le pire côté d'Aviram. C'est tellement fatigant qu'il trouve ça lui-même fatigant. Qu'il demande la première réaction, sa femme lui partage ça et ça, j'ai un problème avec ça, ou ça et ça, c'est difficile pour moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Avant qu'il a fini d'écouter, il veut déjà sortir la solution. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ou que je fasse? Faucons, en plus. Les faucons, on ne les aime pas. On aime les moineaux, comme les moyens moineaux, comme il est Aviram éteint. Donc, c'est très important pour Aviram qu'il comprenne le plus rapidement possible que c'est juste son existence en plasma faible qui fait l'affaire. Il n'a pas à comme certifier, à prouver, à forcer de montrer ou d'externaliser cet état le plus faible. Il a juste à se mettre dans un état par son intention pure et simple. Il peut être presque endormi pour faire ça. On va creuser plus profondément encore.
Donc, dans M. Kirsch fait, et de toute évidence, parce qu'il parle au même temps de la première loi plasmodynamique, il parle aussi dans le contexte de space travel, de voyagement dans l'espace. Donc, nous avons dans la science du plasma, on remplace la propulsion, les fusées, le carburant, par le positionnement magraphe. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Ça ne fonctionne pas quand on se force à un endroit. J'ai le goût de visiter la Lune et je vais y aller. Je me fais une fusée et je vais y aller. Demandez la Lune depuis quand la NASA et autres agences spatiales vont demander à la Lune si elle a aussi le souhait de nous rencontrer et de se faire piquer par une fusée dans son aura sans être demandé. On n'a pas idée de faire ça. Hein? Non, on load la fusée, on l'allume et paf. Ça, c'est notre façon de faire. On fait paf. Ça, c'est de facto, ce n'est pas de jure. Alors, à ce moment-là, le positionnement magraphe fait que nous avons à créer notre souhait de nous rendre sur la Lune, par exemple. Au même temps, notre souhait doit rencontrer obligatoirement, c'est à l'intérieur du salut global, un souhait parallèle et mutuel de la Lune qu'elle veut nous recevoir et nous connaître de la même façon au même moment. Et ça, c'est formidable. Et dans la plupart des temps, ça va se faire. Sinon, si notre souhait est, on va coloniser la Lune pour faire des mines, des exploitations minières. Je crois qu'on ne va pas trouver beaucoup d'enthousiasme de la part de l'âme de la Lune de répondre positivement à notre souhait. Mais si on voit la Lune la nuit dans un ciel clair, étoilé, et on dit, ah, la paix sur la Lune, j'aimerais aller là comme à Peter Pan. À ce moment-là, la Lune, elle ressent l'élan d'amour et déjà, on va voir avec la pomme comment on peut comprendre cette interaction entre nous et la Lune. On peut, la relativité de la force, j'ai un peu déjà touché à ça quand je parlais des magraphes et des antennes de santé qu'on appelle en anglais pain pen, les stylos de douleur. Monsieur Kirsch nous a expliqué quand il parlait des GANS pour traiter un cancer ou une infection de corona peut être comme un cancer pas très grave ou très grave. Quand c'est pas très grave, on veut traiter ça avec des patchs, on va créer une interaction, c'est-à-dire on prend le même plasma liquide en provenance du même GANS, on fait un patch avec 100% et on fait un autre patch avec une dilution qui peut être à moitié ou à un tiers pour des cas pas graves, pas très graves. Si on veut juste équilibrer si on ne veut pas comme enlever une tumeur, c'est-à-dire siphonner son énergie, à ce moment-là, si on veut équilibrer parce que il y a une ostéoporose, par exemple, on veut amener du calcium, on fait deux patchs de calcium très, très, très proches, c'est-à-dire un 100% et l'autre à 95 ou 99%. Comme ça, on donne déjà sur le plan du GANS, c'est-à-dire le plan énergétique, au corps le signal, voici ce qu'on veut, c'est un équilibre du
du calcium. On veut enlever le calcium à l'interstice de l'articulation et on veut le mettre dans les os où ça appartient, où c'est bon de l'être. Si on a à traiter des maladies graves, M. Kesh a dit, vous avez cette tendance parce que vous êtes conditionné par les moteurs combustion interne. Vous avez toujours cette tendance de mettre plus de guns, plus fort, les plus gros crayons, mettre aussi un cristal énorme devant le stylo de douleur et tout ça, ou faire des magraves ou des réacteurs plus gros, plus grands. Il dit, quand moi je traite un cas de maladie très grave, je vais mettre juste dans la deuxième patch quelques gouttes, admettons 4 gouttes dans 1 litre. Et ça me donne comme un genre de dilution de 0,02%. Donc, c'est presque rien. Et ça fait qu'un grand décalage et ça fait une action, une efficacité de GANS très fort parce que le point le plus faible est vraiment plus faible. Ça veut dire, c'est ton état plus faible tout court qui initie le processus, mais la force du processus, l'intensité de l'interaction et dans quelle position faible je me mets, un peu moins fort ou vraiment beaucoup plus faible. Comme l'exemple avec le bébé, si je joue avec ma conscience de scientifique newtonienne, je me mets juste dans une idée un peu plus faible. Ça donne une interaction pas très forte par rapport à un enfant qui fait complètement confiance, qui est abandonné à la maman. Vous avez vu ça dans les yeux de l'enfant. Même comme papa, vous donnez la bouteille parce que la maman veut avoir un peu de temps libre et vous allez avoir le plaisir de nourrir votre bébé aussi. Le bébé vous regarde avec les mêmes yeux abandonnés. Et à ce moment-là, il y a un détail aussi avec les patchs, c'est très clair. Vous pouvez mettre un décalage, un différentiel plasma très haut. Quand le corps n'a pas besoin d'en prendre, il ne va pas d'en prendre. C'est un peu plus critique si on boit les plasmas liquides, parce que là, c'est une introduction sur le plan matériel, dans le corps matériel. Mais quand on utilise les patchs où il n'y a pas de contact physique direct, le corps va seulement prendre ce qu'il a besoin et aussi longtemps qu'il a besoin. Donc, ça peut faire, si vous avez un ami que vous aimez, vous aimeriez l'aider à traiter une maladie qu'il a, vous fabriquez des patchs de GANS, vous lui donnez et il l'utilise, il dit, ça fait absolument rien. C'est un signe que son corps n'a pas besoin de ça. Ça veut dire soit le diagnostic est pas bon, c'est pas ce type de GANS qu'il a besoin, ou il n'a pas besoin parce que le corps peut s'arranger de retrouver son fonctionnement à la norme lui-même. Très important. Donc, j'aime beaucoup cette série de pancartes qui dit Keep calm and take what you need. Je l'ai traduit librement en français. Restez calme car votre corps prend seulement ce dont il a besoin, c'est-à-dire restez dehors, ne intervenez pas avec votre mental, observez plutôt avec émerveillement comment votre corps est capable de gérer ça. Je vais vous donner un exemple. Avec les pratiques de Hélène Laporte,
je fais aussi le cours de 9 mois et quand je fais les yeux ouverts. Et là, avec le temps, mon champ de vision s'est élargi autant que je peux voir tous les fonds de ma perception, le avant-plan, le biplan et l'arrière-plan, avec la même sharpness, que le même focus, on peut dire, que les détails. Donc, j'ai plus vraiment besoin de focuser. Et ça a fait que ma vision a fait comme un drôle de truc que mes deux yeux ont produit une image différente quand je ferme et j'ouvre les yeux. Ça prend comme une fraction de seconde pour que les deux images qui sont décalées refondent dans une seule image. Et c'était devenu pire pour quelques jours où je ne pouvais pas vraiment focuser, synthétiser avec mon cerveau ou mes yeux une seule image. Et parce que tu ne sais pas, est-ce que c'est l'image de l'œil gauche ou l'image de l'œil droit qui importe. Donc, je trébuchais, j'avais un peu la misère à bouger. Mais drôlement, le moment où je me mets dans un état approprié, c'est-à-dire je fais une pratique, whoop, il n'y a aucun problème avec ma vision. Donc, ça fait seulement que je peux, et là j'ai appris que je peux faire confiance à mon corps. Je n'ai pas besoin d'aller voir un ophtalmologue qui va me faire un diagnostic que je peux croire ou pas, qui va me donner après, il va dire, ah mais ça prend une opération. Ouais. Ou ça prend des trucs que vous mettez dans vos yeux pour calmer ça. J'ai mis, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis des gouttes de Gans, c'est des gouttes pour les yeux. Ça améliore, ça me soulageait parce que ici, au Guatemala, pour le moment, il fait super chaud et les yeux ont comme une tendance à être secs, donc ça allège la chose. Mais avec mon expérience que j'ai fait, j'ai trouvé que je peux très bien ne pas aller voir le médecin et je peux faire confiance au processus. Ça va se régler tout seul et je vais apprendre parce que c'est quand même un phénomène qui n'est pas à la norme. Donc, ce que j'ai observé dans ce contexte-là, qu'est-ce que mon âme veut me dire? J'ai pas de problème à focuser quand je regarde des choses proches. Quand je regarde les choses loin, c'est plus difficile. Donc, ça veut dire, mon âme me dit, Aviram, ne regarde pas trop loin. Regarde le moment présent et juste le présent et vis plutôt là. Si, si tu regardes trop loin, ça comme défocalise et ça décentre et tu ne peux pas t'orienter vraiment. Et ça, c'est merci beaucoup, surtout parce que demain, le périple avec tous les règlements et les multiples tests de PCR et tout ça, je vais vous raconter la semaine prochaine qu'est-ce que ça a donné. Donc, pour moi, c'est vraiment important que Aviram reste dans le moment présent, peu importe ce qui arrive, et ne pas faire des interprétations, surtout négatives. Prochaine étape dans notre plongée plus profonde dans les forces des champs, le jeu entre énergie et matière. Nous, on s'occupe, notre motivation beaucoup pour apprendre la science du plasma, je parle certainement pour Aviram à ce moment-là, c'est de matérialiser des choses ou de dématérialiser des choses, c'est la même trajectoire et de normaliser des événements. Donc, pour ça,
pour matérialiser, on sait qu'on matérialise une énergie. Comment on fait ça? On condense une énergie assez qu'elle atteint un taux de densité qui fait qu'elle matérialise. Et dans le sens inverse, on peut dématérialiser les choses quand on dédensifie, c'est-à-dire on donne plus d'énergie, on élève l'énergie vibratoire, si on veut dire ça par métaphore, d'une chose, elle peut à ce moment-là se dématérialiser. Donc, pour transférer ou transmuter de l'état d'énergie ou de plasma vers l'état matériel et vice-versa, ça prendrait un dominateur commun. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être, on peut dire la taille, la structure ou la lumière informationnelle d'un élément. C'est comme un caractéristique d'un élément. Parce qu'on ne veut pas non plus créer l'énergie, le plasma d'un verre d'eau si on a besoin de l'argent et vice-versa. Donc, on veut générer d'abord, on sait qu'il faut générer d'abord l'élément à créer sur le plan informationnel avant qu'on peut le condenser sur le plan matériel. Donc, chaque élément, ça veut dire, a une certaine, on pourrait dire, entre guillemets, structure de lumière informationnelle ou volume ou quantité qui le caractérise. Seulement, qui le caractérise en forme générale, parce que si je veux créer une souris, c'est d'abord une souris, la race des souris, un membre de ça. Et au même temps, quand elle est créée, c'est une souris particulière. Donc, ça prend aussi pas juste tout le genre de souris, ça va être un individu spécifique, personnel de souris. Donc, ça va comprendre toute la structure lumière informationnelle qui appartient à toutes les souris, mais aussi particulièrement à cette souris en particulier que je suis en train de tirer de mon cylindre. Chapeau claque. Sur le plan, vous vous rappelez, à un moment donné, Aviram a posé la question comment on peut faire des boucliers de protection sans faire ressort ou prendre, se faire aider par les guns ou des réacteurs. Là, M. Kesh a répondu la même chose qu'il a répondu plus en profondeur jeudi passé. Il a dit quand on arrive à agrandir notre âme, on se rappelle, le siège de notre âme, c'est à l'intérieur comme au centre de notre cerveau, au centre de notre tête. Si cette âme, elle prend l'ampleur qu'elle couvre notre tête, on pourrait dire la tête avec les vaisseaux sanguins qui entourent aussi le cerveau, on sait que ça crée le courant, la circulation de sang, crée la cage dans laquelle se trouve l'âme. Si on arrive à agrandir cette âme au-delà de l'âme, de la forme physique, du mental et au même temps de corps, le corps, c'est la condition de dématérialisation. C'est-à-dire, à ce moment-là, on peut suspendre la matérialisation de notre propre corps. Si par contre, l'âme se rétrécit à l'intérieur, si on veut,
de l'âme, de la forme physique, le mental ou le corps, à ce moment-là, on a créé la condition de matérialisation. Vous voyez ça sur l'image. Là, on va se demander, Monsieur Kesh a fait allusion aussi, la même chose arrive sur le plan, dans le phénomène, ce que les physiciens atomiques appellent la fusion atomique. Mais gardez à l'esprit, ce n'est pas la fusion atomique sur le plan matériel, c'est la fusion atomique sur le plan du plasma, sur le plan du champ. Parce que cette multiplication est toujours et avant tout, tout ce qu'on dit s'applique au champ s'applique aux forces des champs et ne pas sur le plan matériel. Donc, comme la fusion atomique se fait, un joli oiseau là, très proche. Les oiseaux, avec les pratiques là, ils viennent tellement proches de nous comme à 1 mètre. C'est formidable, je me réjouis beaucoup de ça. Mais la fusion atomique, on parlait. Donc, la fusion atomique, on peut comparer le proton, qui est la boule bleue, avec l'âme, et l'électron, qui est la boule rouge, avec l'électron. Donc, quand le proton devient tellement grand que ça englobe l'électron à l'intérieur de lui-même, c'est ça la fusion atomique. Comment on peut faire ça? Et là, il faut se rappeler, comme là je vous répète, que l'image, la tête à gauche, vous voyez l'âme à sa place dans le corps humain. Autour de lui, il y a la cage qui est faite matériellement par le flux sanguin dans le cerveau. Et énergétiquement, c'est géré par notre mental qui fait ça. L'image à droite, vous voyez la même image, mais ce champ qui est créé par l'âme de la forme physique est beaucoup plus faible. Et ça fait que à ce moment-là, c'est l'affaiblissement de la force du champ de l'âme, de la forme physique et du physique relativement à l'âme qui fait que ça permet cette situation d'affaiblissement volontaire, permet à l'âme d'agrandir son rayon et de déborder les limites de la forme physique. Et à ce moment-là, la matérialisation se défait. Il y a le phénomène de la dématérialisation qui se fait et c'est la condition pour nous de voyager dans l'espace, par exemple, ou de ne pas se faire arrêter dans un confinement quelconque par quelconque gouvernement. Ça peut se faire, M. Kesh dit, par le phénomène de hyperventilation. Hyperventilation, c'est une technique de respiration où on surcharge le corps physique avec l'oxygène. Donc, on inspire très rapidement, très profondément et on expire très superficiellement, très courtement. Ça fait... Je ne vais pas continuer de faire ça parce que si je continue à faire, ça peut me faire la tétanie et je vais avoir la misère à poursuivre ma multiplication. Mais vous avez compris, je le sens déjà, mon sang est super chargé
oxygène et d'énergie. Et ça va faire que ça peut même arriver, là je suis un peu étourdi, juste avec quelques 4-5 respirations hyperventilation, je m'étourdis un peu. Donc ça fait, quand vous faites ça, que votre étourdissement peut être tellement prononcé que vous allez perdre conscience. Et M. Kesh dit, s'il vous plaît, ne faites pas tout de suite. La hyperventilation, on fait idéalement avec une personne qui connaît ces techniques et qui peut vous accompagner et qui sait quoi faire quand vous vous étourdissez et quand vous perdrez connaissance ou conscience. Quand vous perdez conscience, selon M. Kesh, c'est le moment où c'est une façon d'être très, très, très présent et de ne pas être dans les pensées. C'est-à-dire, la force de champ de votre mental, l'âme de la forme physique, diminue par rapport à la force de champ de votre âme que vous perdez connaissance, c'est-à-dire vous perdez à ce moment-là la conscience, la perception de votre corps. C'est-à-dire, c'est la condition que votre corps n'est plus là sur le plan physique. Sur le plan, ça c'est le plan hyperventilation, le plan matériel. Monsieur Kesh dit aussi, nous, on ne veut plus travailler principalement sur le plan physique, on veut travailler sur le plan des champs, c'est-à-dire le plan idéalement fondamental. Et hyperventilation, il n'y a pas sur le plan fondamental parce que le taux d'oxygène, ça ne joue pas sur ce niveau-là. Mais Grigory Grabovoy nous donne beaucoup de techniques comment on peut travailler sur le même sujet avec ce qu'on a commencé et chaque fois on vous rappelle ça, les technologies évolutionnaires, qu'il y a beaucoup. Dans les 31 jours, il y a au moins 31 différents. Et dans les 9 mois, il y a une panoplie d'autres technologies évolutionnaires qu'on peut utiliser pour ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait se mettre dans un état approprié. L'état approprié, c'est rien d'autre que l'effet de hyperventilation. C'est-à-dire, on donne beaucoup plus énergie et attention à nos structures fondamentales, c'est-à-dire notre âme de la forme physique, notre conscience et tout ça, et le Créateur. On donne beaucoup plus d'attention et on focalise sur nos structures fondamentales et ça fait en conséquence qu'on retire beaucoup plus de notre attention et de notre focus sur la conscience non structurée, c'est-à-dire nos croyances. Comme notre croyance, on ne peut pas suspendre notre corps. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une croyance conventionnelle, non structurée. Et quand on se met dans un état approprié avec les pratiques des technologies évolutionnaires, on transpose en fait notre libre arbitre du côté non structuré de notre conscience vers le côté structuré, on peut aussi appeler divin de notre conscience. C'est un processus qui est moins drastique que la hyperventilation, c'est-à-dire il est plus doux aussi.
et les effets sont plus contrôlables par nous-mêmes. Quand on se met dans un état approprié, c'est justement pour se mettre dans un état de contrôler la réalité d'une façon douce, pas violente. Donc, ça prend d'apprendre ça aussi, ça prend qu'on fait confiance au processus. Quand je fais mes pratiques de 31 jours ou de 9 mois, à tous les jours, je vais atteindre le moment où je peux dissoudre l'état matériel de mon corps à volonté. Parce qu'au même temps, je vais apprendre au même temps de me déloger de la partie non structurée vers la partie structurée. C'est aussi la même chose de la partie égoïste vers la partie salut global ou principe universel. C'est un one package deal. On peut pas, quand on fait les pratiques, on ne travaille pas un seul petit but, on travaille le tout. Donc, on change. De plus qu'on travaille, de plus qu'on fait les pratiques, le plus on change. Les changements en nous peuvent, la plupart du temps, ne sont pas drastiques. Ils sont très subtils, mais ils s'additionnent pareil à un changement drastique qui est suspendre notre corps, se nourrir par les champs universels de l'univers, etc. Donc, les technologies évolutionnaires nous font percevoir nos structures fondamentales dans notre corps. Ça augmente, si on veut dire, entre guillemets, la vibration de notre corps et on peut, avec le temps, augmenter la vibration de notre corps jusqu'au point où il va perdre sa matérialisation. Et il y a des gens sur la planète qui, avec leur méditation, peuvent disparaître. Ça existe. Même les apôtres de Jésus étaient capables de faire ça. Je vous ai mis le lien si vous êtes intéressé par le cours de pratique de 9 mois. C'est vraiment très profond et on ne perd pas une seconde avec Hélène. Et si vous voulez apprendre plus sur ça, j'ai l'image sur le PowerPoint ainsi que dans le PDF vous amène au site de Elena pour apprendre plus en français. Monsieur Kesh, d'ailleurs, a dit, toute personne, même si vous faites cette expérience de vous évanouir pendant la hyperventilation, toute personne qui peut se rendre là a atteint déjà une étape importante dans la réalisation des connaissances. Mais je vous répète encore une fois que c'est pas vraiment, poussez pas, prenez votre temps, rien vous presse, vous êtes confiné, vous êtes en lockdown, vous avez vraiment assez de temps. Même Aviram, il n'a pas besoin de, pour ce voyage, je ne veux plus prendre l'avion, point final. Ça ne marche pas. Ce n'est pas vraiment un petit bébé qui va parler comme ça au sein de sa maman. Et M. Kesh a dit encore plus. Il a parlé des nouveaux pain pens, les nouveaux antennes de santé qui sont fabriquées différemment, qui fonctionnent aussi différemment. Et qu'est-ce qu'il raconte? C'est vraiment wow, quelque chose de nouveau. Il nous dit,
nous avons eu un cas de mal de tête très sévère comme migraine et nous avons appliqué une nouvelle technologie hier pour la tester. Après avoir appliqué le nouveau stylo, le patient n'a pas perdu sa mal de tête. Le mal de tête était toujours là. Et même lorsque la personne s'est endormie pour la nuit, il s'est endormi en présence du mal de la tête. Ça, c'est déjà quelque chose de bien, qu'il peut s'endormir malgré un épisode de migraine. Mais lorsque la même personne s'est réveillée le lendemain, tous les souvenirs de douleur passée avaient complètement disparu. Et elle, la personne, s'est sentie comme « Ah, mais je ne me reconnais pas. C'est complètement une nouvelle journée de ma vie. J'ai tellement d'énergie. Je suis comme pas la même personne. Pas aucun mémoire du mal de tête. C'est une journée. L'objectif, dit M. Kesh, était de voir si nous pouvons non seulement éliminer le mal de tête, mais aussi si nous pouvons exploiter l'énergie qui est engagée pour créer un mal de tête en faveur de l'équilibre énergétique de la personne. En un sens, vous vous endormez avec le mal de tête et vous vous réveillez avec une énergie à utiliser plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on regarde et on se rappelle, M. Kesh a dit avant, l'occurrence d'un mal de douleur est déjà un symptôme d'un blocage d'énergie. Ça veut dire, normalement, dans la tête, l'énergie coule librement. Si je veux produire un mal de tête, je dois non seulement arrêter le flux normal de l'énergie, et je dois maintenir ce blocage d'énergie. Donc, ça prend l'énergie, pour bloquer l'énergie, au moins un peu plus que l'énergie qui coule normalement pour la bloquer. Et je dois fournir ce type d'énergie assez longtemps. Non? Ça veut dire que je dois investir vraiment beaucoup plus de l'énergie que j'ai dans un état normal pour produire un mal de tête. Et une migraine qui dure comme toute une journée, c'est vraiment super beaucoup d'énergie. Et tout le monde, si vous connaissez de quoi je parle, si vous avez déjà eu des migraines, vous êtes, après quelques heures de migraine, vous êtes complètement épuisé. Vous avez juste envie d'être dans une chambre sombre et de rien. Vous n'avez même plus idée de vous endormir parce que tout est comme trop. Hein? Donc, si ce pain, qu'est-ce qu'il fait? Tout d'abord, il arrive à diminuer ce désabus de force pour créer la douleur jusque la personne peut s'endormir. Normalement, c'est difficile à s'endormir avec un mal de tête. Deuxièmement, pendant que la personne dort, il a comme injecté un autre champ énergétique, un milieu très sain, tout à fait à la norme, où cette énergie qui était auparavant utilisée pour maintenir le mal est utilisée pour la personne. C'est-à-dire, je me réveille le matin et j'ai comme « Wow! J'ai jamais récupéré
avait un sommeil récupérateur autant. Je me sens comme, wow, est-ce que c'est le même monde? Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que je suis moi? Comme ça. Donc, ça arrive complètement au-delà de l'âme. Quand l'âme nous crée un mal de tête, c'est parce que l'âme veut nous dire, écoute mon Aviram, je te donne une migraine parce que la façon comment tu utilises ta tête fait mal à moi, l'âme, et à toi, Aviram, toi-même, mais tu ne te rends pas compte parce que tu veux toujours faire. C'est fatigant. Ça nous enlève tout le plaisir. On n'est pas venu pour ça. On t'a pas donné ta tête pour faire ça. On t'a donné la tête pour penser à des choses magnifiques, pour explorer ce monde magnifique. Hein? Tu te rappelles, mon petit Aviram? Allez, on te donne la maladie parce que tu utilises, on veut te suggérer, utilise ta tête pour autre chose. Hein? Et cette pen, il va même au-delà de ça. Il agit sur le niveau complètement fondamental. Il met tout à la norme que même l'âme n'a plus besoin de rien dire. Parce que le système fonctionne, parce que en fait, qu'est-ce que ça devrait faire? Ce nouveau pen met la personne ou transporte le libre arbitre de la partie non structurée à la partie structurée de la conscience, et ça est de toute évidence plus facile dans un état de sommeil. Donc, si vous voulez expérimenter ça, ça serait bonne idée d'utiliser le nouveau Pain Pen. Dernier sous-chapitre de notre plongée plus profonde, comment manger une pomme. Normalement, on a cette idée, je voudrais bien manger une pomme. On a une idée de pomme où on passe devant un étalage dans le marché, on voit les pommes et on dit, ah ouais, une pomme, manger une pomme, bonne idée. Mais qui nous dit que la pomme qui apparaît dans notre perception, c'est déjà une interaction, et une interaction est toujours bidirectionnelle. Unidirectionnelle, ça serait la bonne femme avant qui dit « Oh, je veux manger une pomme, alors je vais prendre n'importe quelle pomme et la manger. » Ça, c'est unidirectionnel. Ça, c'est hiérarchique. L'autre, bidirectionnel, c'est la pomme qui pense au même temps « Je veux, femme, je veux que tu me manges parce que alors je peux transférer mon énergie et mes émotions en toi et je peux faire partie de ta vie et je peux expérimenter une chose que c'est jusque maintenant au-delà de mes possibilités parce qu'avant, je pouvais juste me faire tomber, la pomme tombe de l'arbre, elle pourrit et la graine tombe dans la terre et fait un autre arbre. Mais moi, j'ai l'idée de plus, je veux plus. Oh, je peux imagine, je peux faire partie de cette fille-là qui m'a mangé. Oups. Et je peux vivre cette liberté et un mental complètement évolué. Waouh, 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 j'aimerais ça. Donc,
les deux se rencontrent au même temps, c'est-à-dire la pomme, le souhait de la pomme rencontre le souhait de la femme au même moment. Et cette interaction dans le salut global satisfait toujours les deux au même temps. S'il n'y a aucune pomme qui pense ça, il n'y a aucune femme qui va avoir envie de manger une pomme. Parce que c'est juste la moitié de l'interaction. Le même exemple, on peut le trouver avec ça. C'est un golf course, un terrain de golf. Comment se fait un terrain de golf? Vous voyez des arbres, c'est bordure d'une forêt. En bordure d'une forêt, il y avait comme un terrain plat, plus ou moins, et il y avait des graminées qui poussaient là. Et les graminées, ils avaient le souhait, ah, j'aimerais vraiment beaucoup plus de graminées autour de nous, moi, parce que mon rêve est de vivre un environnement de prairie. Wow! Comme par hasard, plus ou moins au même temps, il y a une compagnie d'architecture paysagiste qui a eu le mandat par une municipalité ou pour un grand hôtel de de créer ou dessiner un aire de récréation avec un terrain de golf. Et ils regardent le terrain, ils ont visité même personnellement, ils ont marché le terrain, ils ont dit, bah, entre les deux morceaux de forêt, là, c'est la seule partie qui est vraiment plane, assez pour donner un bon terrain de golf. Donc, on va dessiner le terrain là. Donc, qui peut dire maintenant que l'existence d'un terrain de golf est partie d'une chaîne de grands hôtels, d'une municipalité ou une boîte d'architecture paysager, ou c'est venu d'un quelques graminées qui avaient ce souhait-là d'être plus entre eux. On ne peut pas savoir. C'est la question, en fait, comme qui était au début, la poule ou l'œuf. Et un autre exemple pour la même chose, cette étoile distante que je m'émerveille la nuit quand je regarde le ciel étoilé. J'aime cette étoile. J'aime déjà la voir, cette étoile. Comme établir une relation comme ça. Qui dit pas que cette étoile, elle, tout le temps, elle dit Aviram, Aviram, Aviram. Jusqu'à un moment donné, je lève mes yeux et paf, je suis tombé en amour avec cette étoile. Donc, c'est toujours une interaction. De dire qui est à bord, qui initie là, c'est une fausse question parce que c'est une interaction qui était toujours entre vivants, c'est-à-dire toujours bidirectionnelle et entre égaux. Pas égaux, mais égaux, E-G-A-U-X. Voilà. Et là, pour couronner ça, ma femme Basha m'a fait connaître cette chorale-là. Elle m'a envoyé sur Messenger. C'est une chorale hawaïenne. Déjà, la hawaïen, leur langue, je crois, ça ne se parle pas. Ça peut seulement se chanter tellement c'est plein de voyelles et de mélodies. Et ces gens-là, ils sont tous différents complètement. Ils ont 4 microphones et pendant leur chorale, ils chantent des chants merveilleux et ils se promènent.
et des fois, c'est une autre personne qui fait un solo, mais leur solo, c'est pas comme les solos chez nous, où quelqu'un est devant la chorale et c'est cette personne qui va, à qui le chef d'orchestre va serrer la main. Non, cette personne dans cette chorale, elle sort, même en couple une fois, le couple sort comme une goutte de l'océan. Ils font leur petit solo, ils retombent, ils se fondent dans la chorale, comme si la chorale est le but de l'exercice et le seul qui existe. Et chers amis, c'est ça le salut global. Et je hyperventile presque en ce moment quand je me rappelle de cette chorale-là. Je l'ai écouté trois fois parce que c'est tellement nourrissant et génial de l'écouter. Donc, où ça dit trouver sur Facebook, c'est le lien où vous pouvez trouver la publication originale de cette chorale. Et ça m'a fait c'est ça, une métaphore qu'on peut expérimenter. C'est quoi l'humanité? Comment fonctionne une humanité à la norme? Donc, shukran, teşekkürler, obrigado, tanemirt, spasiba, danke, merci pour tout votre amour que vous allez me faire parvenir demain. Donc, avec cette présentation, qu'est-ce que j'ai fait l'Aviram? L'Aviram a normalisé le futur demain et vous allez l'aider à normaliser le futur et quand, de votre point de vue, ça va normaliser le passé de votre point de vue et le présent à Aviram au point de vue d'Aviram. Merci de m'aider à faire ça. Merci de collaborer à cette multiplication magnifique et votre amour que vous avez injecté dans cette aventure-là. Merci, merci, merci. Je vais maintenant fermer l'enregistrement et faire envoyer ça à mon ami bien aimé Joël pour que ça se passe bien dans le futur, le présent et le passé qu'on a normalisé avec une seule chose. Merci. Voilà les amis, c'est terminé pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Si je peux y répondre. On rien de spécial, Joël. C'est toujours la même chose. On a la Sibylle et puis on voit après quoi. Ben oui, c'est comme d'habitude. Bon, il a fait un gros travail encore parce que il est toujours entre deux pays, entre le Canada et le Guatemala. Il a pris la peine de faire une très belle encore prestation là. Et donc on le remerciera la semaine prochaine. En attendant, je vous dis à demain soir pour ceux qui veulent suivre la suite avec l'opus numéro 4 pour la connaissance de la science du plasma. Et si vous n'avez pas d'autres remarques, eh bien, je vais vous dire à demain ou à la semaine prochaine. C'est vous qui voyez. Ben, Joël, c'était pour te remercier aussi parce que tes cours sont vraiment géniaux. Hein. Oui, oui, mais ce n'est pas le but ce soir. Non, non, je sais bien, mais ici, tant que je t'ai comme ça, je dois dire, c'est. Mais tant mieux. Moi, j'avais quelques expériences, mais ça nous donne des bases qui sont vraiment très bien. Quoi. Mais écoute, je suis content pour toi et puis pour ceux qui sont heureux aussi avec ça. Et c'est pas fini, hein. Il y a un grand voyage là, on rentre dans le dur là. Non, je m'en doute bien, ouais. Ouais, ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si tu veux, moi j'avais l'expérience des glances, mais pas les explications, quoi. Mais oui, la compréhension. Mais là, ça va. Vous allez, je pense qu'au bout, on fera un petit bilan et puis vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, peut-être qu'on ira plus loin, si vous êtes d'accord. Oui, non, tout à fait d'accord. Ça. On verra ça, on fera un petit sondage.
Eh ben, ça va, OK, Joël. Ça marche. Ben, je vous dis à demain alors pour ceux qui veulent et puis à très bientôt pour les autres.